Yaorana et bienvenue dans Manava. La Polynésie vue du ciel est magnifique et ce n'est pas de mes invités du jour qui vont me contredire. Ils sont pilotes instructeurs et surtout animés par une passion commune, l'envie de voler. Avec nous aujourd'hui, j'accueille Stéphane Chantre, qui est PDG et fondateur de C3P. Bonjour. Mathieu Forge, qui est pilote privé. Gérard Morin, qui est pilote instructeur. Et Thierry Froger, pilote instructeur également. Yorana. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Stéphane, on ouvre le bal avec toi. Allons-y. Explique-nous ce qu'est C3P. Alors C3P, c'est le Centre polynésien de perfectionnement en pilotage. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2006. Et notre vocation, c'est de former aussi bien des pilotes privés que professionnels. Et donc on les amène à soit à l'aviation de loisirs, donc la capacité de piloter un avion, d'emmener le passager en Polynésie, ou eh bien des vocations professionnelles pour alimenter les compagnies aériennes essentiellement locales. On forme nos instructeurs. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Parcours, eh bien, j'étais dans l'armée de l'air avant, j'étais pilote de chasse, après j'étais instructeur dans l'armée également. J'ai fait 6 ans en présentation dans les équipes de présentation de l'armée de l'air, donc je faisais de la voltige à haut niveau. J'étais en équipe de France également, et puis ensuite je suis arrivé en Polynésie en 2005 et voilà, j'ai commencé à arpenter le ciel polynésien avec au sein Beau ciel polynésien. beau ciel, magnifique. Même question à Gérard. Parle-nous un petit peu de ton parcours, Gérard. Mon parcours, un peu comme Stéphane dans l'armée de l'air, mais donc un peu plus âgé que lui quand même. Moi, je suis rentré en 78. Donc, et sinon, j'ai fait plutôt transport. Donc, transport aérien, donc Sud, Nord Atlas et Transal. 15 ans dans l'armée de l'air. Ensuite, je suis venu ici à Tahiti, Air Tahiti. 6 ans et Air Tahiti Nui, 20 ans. Et donc, maintenant, donc, pour mon plaisir, je fais de l'instruction donc, pour les jeunes. C'est bien de le préciser qu'il y a cette notion de plaisir. Alors Terry, toi t'es le... Alors sans faire offense à ces messieurs, mais t'es plus jeune. C'est ça. Donc c'est bien aussi une génération différente. C'est ça. Bah écoute, moi à l'issue du bac, j'ai intégré directement C3P en 2018 et à l'issue, j'ai continué ma formation pour devenir après pilote professionnel. Ouais, Et rêve d'enfant quoi. C'est ça, exactement On, ça. on a les deux pieds dedans là. Hein. C'est le jeune qui a toujours voulu faire ça et qui dès le bac... C'est ça. Impeccable. Mathieu, alors toi moi j'ai mis pilote amateur, mais surtout pilote privé. Pourquoi est-ce que tu en es venu à devenir pilote et d'où te vient cette passion? Alors cette passion, elle vient d'abord de la Polynésie, parce que je suis un passionné de la Polynésie, je le voyais du sol et sous l'eau, et j'ai eu la chance de pouvoir voler, et je me suis dit que c'était encore plus beau d'en haut, et c'est parti comme cela, et avec Stéphane qui m'a transmis aussi, et mes instructeurs, c'est une passion qui est encore en grandissante. Donc oui, comme par rapport à ces trois messieurs, toi tu n'étais pas dans le domaine avant, c'est vraiment, tu t'es dit, il faut que je découvre ça quoi. Alors pas du tout, c'est clair, je suis parti de rien. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça montre que tout le monde peut avoir des profils différents. Ah, je pense, oui, absolument. Et je suis parti de rien, je ne comprenais pas quand il me parlait d'aviation, et maintenant je crois que je sais voler. Bien. Il y a le je crois. À peu près. Justement, Stéphane, quel type d'élèves vous pouvez recevoir? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers alors pour la licence de pilote privé, donc la PPL? Ouais. Oui, j'ai travaillé un petit Ça, peu. bravo. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un certificat médical particulier? Voilà. Comment est-ce qu'on Alors, peut il y a faire une attestation médicale, un certificat médical privé ou professionnel qui existe, qui est nécessaire pour le premier vol en solo. Et alors, ce certificat, c'est celui qu'on va chercher tous quand on s'inscrit ou Non, alors il est un peu alors, plus poussé? Il y a des médecins agréés en Voilà. nautique. Voilà. Donc, il y en a 4 ou 5 en Polynésie. Et donc, certains délivrent des certificats, on va dire, privés, donc ça s'appelle la classe 2 ou professionnel classe 1. Et donc, pour un privé, il faut qu'il ait un certificat médical, au moins pour son premier vol solo. Donc, il arrive à peu près une vingtaine d'heures de vol. Puis après, en fonction, c'est sûr qu'une visite professionnelle est un peu plus poussée que la privée, on va dire. Mais voilà, puis ensuite les élèves, c'est essentiellement... on a Est-ce qu'il y a un minimum d'âge? Alors pour passer la licence, c'est 17 ans. Donc en général, on conseille aux jeunes de ne pas commencer avant 15 ans. Une formation de base va durer à peu près une année, entre 10 et 14, 16 mois. Voilà, donc en plus les jeunes percutent un peu plus vite que les anciens, donc ils progressent vite. Donc on ne veut pas créer de frustration, on va dire, à l'idée qu'ils ne puissent pas passer leur licence parce qu'ils sont trop jeunes, quoi. Donc 15 ans, c'est vraiment l'âge, c'est pas prévu, mais c'est l'âge à peu près minimum, on va dire, pour commencer sainement, quoi. Alors Gérard, on va rentrer dans le côté technique, donc on va expliquer tout ça. Gérard, tu as une spécialité au sein de C3P, c'est MCC et chef TKI. Tu nous expliques ça?
Alors, MCC, c'est Multi-Crew Certificate. Donc, c'est la capacité au fait de travailler en équipage. Donc, c'est essentiellement requis dans les compagnies aériennes. À partir du moment où on est 2 pilotes à bord. Donc, il y a un travail en équipage et donc, ça suppose des qualifications spécifiques, une certaine méthode de travail. Donc, ça, c'est la MCC. Et donc, TKI, donc, c'est Theoretical Knowledge Instructor. Donc, c'est instructeur théorique, des connaissances théoriques, quoi. Donc obligatoirement, les élèves, Mathieu, tu passes par les conseils ou avec Gérard, pardon, je vais chercher le prénom, désolé. Tu Alors, passes avec lui obligatoirement, ça fait partie de la formation ou c'est non, un autre niveau? disons que moi, je donne un peu le standard. Et puis, alors, donc, il y en a Les différents tous instructeurs? les instructeurs sont TKI, plus ou D'accord. moins. Donc, du coup, eux, après, ils ont une méthode. Donc, qu'on enseigne, on essaie d'enseigner la même méthode à tout le monde. Donc, du coup, les élèves, après, quand ils arrivent, ils ont le même standard. Comment ça se passe la formation, Mathieu? Comment est-ce qu'on aborde ça et les différentes étapes? D'abord, le premier vol, c'est donc toujours avec un instructeur le premier décollage, hein, c'est quelque chose d'assez sensationnel. Se dire, bah, ça y est, je Là, j'y suis, vole. là, Ça c'est y est, du j'y suis concret. vraiment, c'est le concret. Donc, toute l'appréhension disparaît parce que tu es en sécurité avec un instructeur. Et puis, tu vas, au cours de ta formation, voler avec différents instructeurs pour voir différentes façons, différentes approches. Et ça, c'est hyper intéressant parce que bon, moi, j'ai eu un instructeur fétiche, mais après, c'est aussi important d'avoir différentes. Oui, parce que j'imagine doit y avoir aussi la sensibilité. Bien Et, sûr. on peut très bien, ça peut Ouais. fonctionner avec certains instructeurs et moins avec d'autres, et ça n'enlève pas leurs compétences. Après, le canevas de l'instruction est le même. Oui. On véhicule le message différemment Voilà, en oui. fonction de notre passé, notre expérience, tout ça. Mais c'est vrai que normalement, on standardise. C'est un mot qui revient souvent dans l'aviation. Mais c'est super intéressant d'avoir plein d'instructeurs différents, évidemment. Et est-ce que le premier vol, t'es concentré ou en fait t'en prends plein les yeux et une fois que t'atterris, tu dis ah zut, j'ai oublié de regarder quand même un minimum. Alors, moi qui suis sportif, je suis sorti rincé. Et c'est une concentration énorme. C'est vraiment. Entre concentration, excitation, plaisir. Ouais. L'excitation, elle disparaît, t'es concentré. Et le vol dure pas très longtemps, mais tu ressors là, t'es heureux, mais tu vas te coucher juste après. D'accord. Ah oui, donc ça demande évidemment concentration et ça demande d'être mentalement prêt aussi. Mentalement prêt. Moi, j'ai commencé tard, hein, comme Stéphane l'a rappelé gentiment. C'est vrai que peut-être qu'à 18 ans, on est peut-être plus apte à subir autant d'informations, mais en tout cas, j'y suis arrivé et sur un temps raisonnable. Mais c'est sûr que ça demande vraiment de la présence. Le cadrement est vraiment très très bien fait. Donc, moi, je me suis intégré là-dedans, comme je vous ai dit, sans rien connaître. Et j'ai appris en respectant tous les enseignements qu'on m'a donnés. Et c'est vraiment passé Ouais, admirablement. J'imagine qu'on s'amuse pas à faire le freestyle, quoi. Il y a des protocoles, on les suit et c'est bien carré. Bah, il le faut, hein. Il faut. Il faut aussi se faire plaisir. Hein. C'est Ouais, pas, mais, c'est une pas... fois qu'on maîtrise. Ouais, Ouais. les deux. Même l'apprentissage est sympa. Hein. Ouais. C'est bien. Thierry, toi, en tant qu'instructeur, est-ce que le fait que tu sois un jeune instructeur, tu as une approche différente de Stéphane, Gérard? Est-ce que ça passe mieux avec certains types de clients? Bah écoute, Ou d'élèves pilotes, je sais pas comment on dit, Élève. d'élèves, voilà. ouais, bah écoute, c'est un avantage et ça peut aussi être un inconvénient. Oui. Moi, j'ai souvent des élèves de la même tranche d'âge, donc ça passe plutôt bien. J'ai peut-être eu 2, 3 élèves beaucoup plus âgés où le message c'est plus difficile à faire passer. Mais sinon, en soi, on nous donne un canevas de travail et après, bah, on le suit. Et après, ça se passe plutôt bien avec tout le monde, hein. Ou ça, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de ressenti en se disant, non, il Évidemment. est jeune, lui, quand même. Ouais, après, Ouais. il y a cette C'est une réalité, notion-là ça, aussi, hein. ouais. Oui, ça Et, n'empêche pas la compétence, d'ailleurs. Ah non, absolument. Après, ça se passe plutôt bien. C'est pas mal. Peu Après, importe la tranche d'âge. pour Terry, juste rebondir un peu, parce qu'on l'a eu élève privé et ensuite professionnel. Il a fait sa qualification d'instructeur chez nous également. Donc il connaît, connaît depuis bien le les début, il rouages connaît en très bien les interne, il procédures, maîtrise. il connaît l'aspect humain, l'aspect technique. Donc c'est ça. Mais c'est bien, C'est que un vous bon puissiez élément. c'est bien que vous puissiez proposer des profils différents, justement, pour absolument. avoir un spectre très Ouais, large, quoi. Exactement. Stéphane, la réglementation en Polynésie pour faire pour faire partir un vol, pour posséder un avion, ce genre de choses, Ouais. comment est-ce que ça fonctionne? Comme ailleurs, comme en Europe. En fait, on Sauf qu'en Europe, je sais pas comment ça fonctionne non plus. Bah, comme en Polynésie. Ah, mais c'est ça. Question suivante. Non, en fait, oui, on suit les normes européennes, hein, donc on a les mêmes agréments, c'est-à-dire que les gens qui passent des licences chez nous
peuvent aller piloter un avion en France, au Portugal. Donc j'ai peu vu importe. donc le PPL est valable en Europe, c'est ça? Ouais, c'est un PPL européen. C'est un agrément européen. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que si je veux aller voler, on est dans un monde merveilleux, j'ai passé mon PPL ici, et je veux aller voler en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Asie, je dois passer une... Alors, c'est exactement les mauvais pays qu'il fallait citer. Pourquoi non, crois-tu que je les ai choisis? En fait, en gros, il y a deux réglementations principales qui sont la réglementation européenne, on appelle EASA, et la réglementation américaine, FA. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une licence dans l'un de ces deux profils, entre guillemets, permet de voler dans quasiment tous les pays. La Chine, c'est particulier, mais il n'y a pas d'aviation générale, de toute façon, en Chine. Donc, moi, c'est réglé. Et puis, après, Amérique du Sud, je pense que, Gérard, peut-être. J'ai donné des exemples, mais ça veut dire qu'il faut passer quand même une En fait, il y a équivalence. souvent une équivalence, c'est-à-dire qu'il y a souvent un petit module théorique, notamment souvent le RLO, enfin tout ce qui est réglementation locale, D'accord. évidemment. Et après, une évaluation de compétences techniques. Mais quelqu'un qui a un brevet, on est en train de faire quelqu'un qui a une licence néo-zélandaise, donc qui ne répond pas aux mêmes critères que nous. Et ben, en fait, il a repassé ses modules théoriques. Et en pratique, on le réentraîne, parce qu'il y a quelques procédures Ouais, qui on diffèrent un l'adapte, peu. on On l'adapte. Et ensuite, on lui refait un contrôle en vol pour lui attribuer les licences européennes. Donc, c'est pas très compliqué. Oui, une fois qu'on a appris à voler, dans la foulée, Ouais, on sait l'avion, voler, c'est et on l'avion, s'adapte aux réglementations en place. L'avion, lui, il sait pas où il vole. Hein. Donc, Mais justement, parlons d'avion. Ouais. Quel type d'avion, sur quel type d'avion on apprend à piloter? alors, on apprend donc essentiellement sur des monomoteurs à piston. Donc, quand on dit à piston, c'est Donc le moteur, ça veut dire qu'il n'y a qu'une moteur. hélice devant. Voilà, une hélice. Donc on a des monomoteurs qui font le gros des heures. Hein. Ensuite, on a aussi des bimoteurs qu'on utilise pour les formations professionnelles. Et après, il y a différentes performances. Donc 60-65% des vols sont faits par des avions biplaces, puisqu'on fait essentiellement de l'instruction. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour l'élève et l'instructeur. Et après, on a 3 avions 4 places qui sont plus voués à la location. Donc des gens, quelqu'un comme Mathieu qui amène des copains, des copines, ben, il a tendance à prendre un 4 places qui emmène plus de gens et voilà, qui va un peu plus vite aussi. Mathieu, tu vois comment il t'a passé la balle directement? Des copains, des copines. Ouais. Non, on rentre pas dans la vie privée, nous aussi. Est-ce que justement le fait d'avoir ce brevet de pilote t'ouvre évidemment des champs, des possibilités, mais est-ce que tu te dis à chaque fois, bon là maintenant, là je vais prendre un avion et je peux aller aux Marquises, aux Australes, aux îles sous le vent, enfin voilà, est-ce que c'est un des buts? Bah, c'est une très bonne question parce que pour mon anniversaire, il y a 2 semaines, on est parti avec des amis à Mopiti. On est parti donc 48 heures, on s'est posé, on a passé un moment merveilleux. Et c'est là où tu te dis, c'est le monde de tous les possibles. C'est la Polynésie, on a vécu un truc de fou. On a survolé Bora, on a survolé Wahine, voilà, c'est un monde extraordinaire avec son petit avion privé. C'est certes peut-être un peu plus cher que de faire Air Tahiti, voilà, mais c'est des conditions extraordinaires et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vivre cette passion du pilotage. Alors, explique-nous, si tu veux bien, concrètement, comment tu as préparé ça? J'ai réservé l'avion. Voilà, ouais, mais... Très en avance, j'ai réservé l'avion, Voilà. c'est très organisé. N'oublie pas que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, tu réserves l'avion Voilà. en fonction des avions On a un disponibles, planning, du on a un planning. planning accessible, bien sûr. On a réservé l'avion, j'ai choisi mes camarades, j'ai la chance d'avoir mon ancien instructeur qui était avec moi, donc j'étais encore plus en sécurité. Mais voilà, c'est moi qui ai piloté, j'ai emmené tout ce monde-là. Donc on fait le plan de vol. Donc, le plan de vol, vous devez prévenir la tour de Tahiti que vous partez, et ainsi de Ouais. suite. Bien sûr, calculer la masse et centrage, savoir combien d'essence on pouvait prendre par rapport à l'emport passager, le poids des bagages, la distance de franchissement, enfin tout ce que les zones de dégagement, enfin C'est bien, Ça- on rentre dans le technique parce Ah, que pardon. c'était sympathique de dire tiens, on part à Mopiti, mais en fait, il y a une Oui, vraie c'est préparation et c'est Ouais. pas anodin, quoi. Non, ouais. Il y a une météo à prendre en compte quand même qui est relativement variable, on va dire. Et puis après, ouais, tous ces petits calculs, et puis ça, faire le tour de l'avion, l'aspect technique de la machine elle-même. Hein. Ouais, quand on monte dans notre voiture, en général, on tourne la clé puis on part. Bah, nous, un pilote, quel que soit son niveau, à chaque vol, il fait le tour de l'avion, donc il vérifie. Il y a un protocole, tout, il faut ouais, s'y absolument, ouais. tenir. Absolument, il vérifie son petit niveau d'huile, les pleins d'essence évidemment. Il y a des emports réglementaires aussi, il y a des réserves. On va partir et puis ça passe limite. Nous, tout est calculé, tout est toujours sécurité quoi. Gérard, est-ce que quand on se balade en Polynésie, est-ce qu'il y a un maximum d'heures de vol qu'on peut faire par jour? Est-ce qu'on doit faire des étapes, ce genre de choses? Si on va très loin, allez, on va dire aux Marquises ou ce genre de choses?
ça dépend de quoi on parle. Si par exemple, Si Mathieu veut aller Mathieu- se balader aux Marquises. alors, donc tout dépend bien Première sûr de. Première taille. Ouais, voilà. Donc, non, mais sinon, donc en fait, donc bon, à savoir que la Polynésie, c'est grand, quoi. Ben oui, vaste. c'est l'Europe. Et donc du coup, les petits avions, ça n'a pas une autonomie aussi Il va aussi faire grande, donc quoi. des Et étapes. donc déjà, il faut avoir un avion équipé. Donc déjà, quand on fait les îles sous le vent, ça passe très bien. Dès qu'on veut faire les Tuamotu, donc là, il faut avoir donc un équipement HF, haute fréquence, avec Ouais. une radio au fait qui permettent d'aller loin. Donc on a un ou deux avions qui sont équipés comme ça, mais pas tous les avions. Donc là, ça suppose aussi des autonomies assez élevées, hein. Donc Mais en fait, la distance donne des la contraintes distance, ouais, mécaniques. évidemment. On passe sur les avions plus gros, on va dire. Gros. Enfin, Mopiti, c'était très bien déjà. Mon petit, c'est bien, hein. C'est vrai que Ouais. les îles, souvent, c'est assez pratique. Voilà. On a des supports carburant aussi, parce qu'à chaque fois, on doit refaire le plein. Donc, ça, on fait pas un plein comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que on va dire, plus tendance à voler dans les îles sous le vent et on va dire ouest Tuamotu. Après, en avion léger, c'est pas non plus des avions à réaction qui vont vite et ou loin. Donc, ça. Comme ça, on profite aussi pleinement du paysage. Thierry, est-ce qu'on peut voler seul? Alors, comme Stéphane l'a dit initialement, une fois que tu as obtenu Oui, la une fois que classe tu as 2, Oui, voilà. en général, tu es lâché en solo. Ensuite, avec ton brevet, tu peux totalement voler seul. Tu n'as aucune limite sur ça. Et en termes Donc, de sécurité, c'est plutôt recommandé de partir à deux ou c'est pas une obligation? Pas spécialement. Déjà, dans la formation, en gros, il y a un minimum d'heures en solo. Hein, donc, la personne qui va passer un test a en moyenne, on va dire, au moins une quinzaine d'heures Une de quinzaine solo, hein, quand même. Et puis après, bah, évidemment, enfin, c'est plus pour partager que. Oui, mais il n'y a pas de contrainte. On n'est pas Non, obligé d'être Non, à non, deux non, dans bien sûr que non, non. absolument. Est-ce qu'on peut posséder un appareil? Est-ce qu'il faut avoir la licence pour posséder un appareil? Pas du tout. D'accord, on peut être le propriétaire d'un appareil. Oui, et faire appel à des pilotes éventuellement. Et on peut être pilote et acheter un avion. On peut louer chez Stropé. Non, mais c'est pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus commun, par exemple, de posséder une machine. Et c'est vrai que l'esprit Europe, on va dire, et on va louer un avion. Mais bon, après, un pilote qui fait en moyenne, je crois qu'un pilote privé fait entre 10 et 12 heures par an, ce qui est déjà pas mal. Ça justifie pas du tout d'acheter une machine qui coûte des millions et Non, mais c'est pas rentable, interdit. quoi. Non, c'est Alors, pas interdit. Si pour devenir pilote, on va voir déjà pour être pilote privé et peut-être ensuite monter et devenir professionnel, quelles sont les qualités requises? Avoir envie. Ouais, c'est déjà pas mal, On ouais. dit souvent être passionné. Alors ça empêche. Il y a des gens qui sont pas forcément passionnés et qui sont pas de mauvais pilotes non plus. Donc faut avoir envie, il faut être rigoureux, il Du faut bon sens. faut se faire plaisir quand même. Faut pas que ce soit un métier comme un autre, c'est un métier fantastique. On se bat contre des molécules d'air, c'est quand même sympa. Il faut avoir du bon sens, être logique, et puis voilà, savoir. Pour ça, souvent, on parle des maths, on l'abordait tout à l'heure, mais on cherche pas à avoir un esprit maths. On cherche pas quelqu'un qui est bon à résoudre des équations. Peu importe, c'est ce qu'on veut. Par contre, c'est quelqu'un qui soit capable de synthétiser des éléments. Donc, ça va être ce que disait Mathieu, de la météo, du carburant, un emport passager et éventuellement un problème technique ou des décisions à prendre et qui rapidement fasse le bon choix, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est plus un esprit de synthèse, on va dire, qu'un esprit matheux, quoi. Combien coûte une formation complète pour l'obtention pardon, du PPL? Alors un PPL, c'est environ 1,3 million, 1,4 million en moyenne. Alors c'est vraiment, en gros, il faut compter une cinquantaine d'heures de vol. Voilà, ça prend en compte tout le monde, hein, l'instruction, l'avion, le carburant. Il y a la partie théorique, la partie pratique. Le mini, c'est-à-dire le minimum, c'est 45 heures pour passer un PPL. Si la personne a le niveau en 45 heures, on lui fait faire le test, il n'y a pas de problème. Et en général, je crois que la moyenne, j'avais calculé il y a quelques années, mais c'était 52 heures. On va dire une cinquantaine d'heures, quoi. Ouais, donc c'est un vrai investissement, mais en amont, il y a quand même beaucoup de choses à Sachant apprendre. que ça se passe sur un an et demi, en fonction de. Voilà, donc c'est pas non plus. Énorme. Gérard, j'ai vu que vous proposiez des vols d'initiation. Comment ça se passe? Donc les vols d'initiation, en fait, c'est en général des clients qui veulent donc profiter un peu d'un vol. Donc, soit ils ont des licences, soit ils n'ont pas de licence. Donc là, du coup, ils veulent donc voir un peu, découvrir un peu l'aviation. Donc là, ils volent avec un instructeur. Donc on fait un briefing adapté pour qu'il ait un premier contact avec un avion, quoi. Donc l'étude des checklists, l'étude de la méthode de travail un peu. Donc du coup, l'instructeur est à côté, donc il fait l'essentiel du boulot, hein. Et puis, un peu comme dans une voiture d'école, donc
Si jamais il fait quelque chose qui ne va pas bien, hop, il prend les commandes tout de suite. Donc L'idée, c'est pour qu'il ait la la sensation sensation. et passer le pas, se dire Ouais, complètement, ouais. j'ai envie et de voir qu'il a le feeling. Ouais, c'est quoi. vraiment une première approche, hein, c'est vrai que ça marche pas mal. C'est pas mal. Et j'ai vu que vous proposez aussi l'initiation à la voltige. C'est ça, exactement. Donc là, on est plus dans le. Ah, ça fait sourire tout le monde parce que là, ça doit être assez On intéressant est aussi. plus dans le sport. Alors déjà, il faut savoir que notre avion de voltige, donc on a la chance d'avoir une machine assez exceptionnelle, et est intégré dans toutes les formations. Hein, c'est un aspect sécurité, on va dire. Donc c'est obligatoire en professionnel. Donc il y a un stage qui s'appelle l'UPRT. On va pas revenir sur. Voilà, c'est un stage qui est obligatoire et que tous les pilotes professionnels font. Et nous, on a tout de suite intégré cet aspect-là dans les formations privées. Donc les gens qui passent leur brevet chez nous bénéficient aussi de cette formation. Et après, effectivement, il y a des gens qui s'entraînent, qui maintiennent leurs compétences. Et puis on fait aussi découvrir les évolutions. Hein. C'est pas mal. T'es passé par là. Oui, d'où mon rire. Je t'entendais bien avec l'oreillette, je l'entendais. Alors, Oui, c'est un souvenir extraordinaire. Oui. J'avais pas bien compris. J'avais pas bien compris ce qu'on allait faire. Et donc, effectivement, on te met en situation de décrochage. Et c'est à toi de récupérer l'avion. alors, explique ce que c'est qu'une situation de décrochage. Technique. Non, pour trop, que tout le monde tiens. comprenne. Pour que tout le monde comprenne. En gros, quand on perd de l'adhérence, on perd de l'importance, l'avion, on perd les commandes. Et on se met dans une situation où qu'on ne doit pas atteindre en vol privé. Mais en tout cas, pour comprendre comment l'avion va se comporter en situation de détresse, du coup. Donc, c'est l'instructeur qui te met dans cette situation et c'est à toi de récupérer l'avion. Et c'est vraiment une qualité de pilotage extrêmement fine, que tu n'as pas forcément l'habitude. C'est comme si tu conduis un camion, d'un seul coup, on te donne un karting, une Formule 1, et du coup, tu te fais un petit peu secouer toi-même. Thierry, Et- comment réagissent les élèves en général? Ah, souvent, ils sont assez bruts aux commandes, hein, mais bon, l'avion le rend aussi très facilement. J'ai souvent comparé l'aviation à faut être doux avec les commandes et l'avion saura te le rendre. Mm. Donc, Si crise de Extra. panique, parce que là, ça peut, tu as été surpris, mais ça peut aussi, on peut peut-être aussi, parce que c'est pas des pilotes C'est professionnels, vous vous êtes habitués à gérer Ouais. cette émotion-là. souvent, Comment un élève peut- on emploie le vocabulaire du j'ai les commandes, et là, tu as tout le monde qui lâche les commandes, et ça passe avec l'instructeur. Et c'est l'instructeur qui récupère en fait les commandes. Voilà, ça calme tout le ça monde, calme on tout le remet, monde. voilà, on laisse tomber On le l'adrénaline. met les ailes à plat, un petit coup d'œil sur les baleines, et après, on a repris nos esprits, on repart. Comment est-ce que j'ai vu aussi que vous proposiez des stages pour lutter contre la peur de l'avion. En quoi est-ce que Absolument. cela consiste? Alors, il faut savoir que, en gros, un adulte sur 4 à peu près a peur en avion. C'est un truc incroyable. Et C'est que beaucoup quand même. Ouais. ouais, c'est un truc de fou, surtout ici en Polynésie, parce que quasiment tout le monde est amené un jour ou l'autre à prendre l'avion. Et il faut savoir aussi, donc je donne des petits chiffres statistiques, que 95% des gens qui rencontrent ces problèmes, en fait, peuvent les régler en suivant un stage, simplement parce que c'est souvent lié à l'absence de connaissances, à plein d'a priori, à plein d'incertitudes, de plein de choses. Et donc en fait, on leur fait des gros briefings. On a un briefing type évidemment, mais c'est surtout basé sur le dialogue en fait, et répondre à des questions. Un avion de ligne, après le décollage, d'un coup on entend les moteurs qui se coupent, le bruit diminue énormément. Alors qu'en fait, il est peut-être passé de 98% à 92%. Ouais, faut expliquer. Je dis Quoi. n'importe. Et juste, par contre, la variation de bruit est assimilée comme à une panne, quoi. Donc c'est souvent un problème de compréhension du milieu. Donc, on règle très bien avec des notions théoriques assez simples. Et ensuite, on valide tout ça au simulateur. Donc, on a un simulateur qu'on utilise pour la formation essentiellement professionnelle, un peu privée, mais essentiellement professionnelle. Et en fait, on utilise aussi ce simu pour les mettre aux commandes et leur montrer qu'en fait, ça vole et que même quand on a des pannes, on a des procédures, on est formé. Et si on applique les procédures, eh bien, on arrive très bien à faire voler l'avion et puis à rentrer à la maison, quoi. Voilà. Gérard, est-ce qu'on a en Polynésie, est-ce qu'on a suffisamment de pilotes professionnels et comment est-ce qu'on peut les motiver à devenir pilotes si c'est nécessaire? Donc, en Polynésie, oui, il y en a suffisamment. Il y en a d'ailleurs qui sont toujours à l'étranger, donc, qui attendent qu'il y ait des Ouais, places donc qui là, se on libèrent n'est pas en ici. carence de Donc, pilotes pro. Il y en a pas mal. Et donc, il se trouve qu'il y en aura toujours besoin parce que donc, il y a des pilotes aussi qui sont âgés et puis qui partent à la retraite. Il y a un renouvellement dernièrement. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, ça motive encore plus les jeunes à prendre la filière pilote professionnel. Donc, là, maintenant, je pense que ce soit RTD ou RTT Nui, il y a une bonne majorité Ils de ont une pilotes bonne rotation, polynésiens. ouais. C'est Alors, bien.
si je prends l'exemple de Mathieu qui était amateur et pilote privé, et s'il veut devenir pilote sur la compagnie, la compagnie locale, combien de temps ça va prendre? Donc là, il serait obligé donc dans ce cas-là de suivre le parcours professionnel. Donc la licence théorique d'abord qui va prendre à peu près une année. Donc la TPL, comme on dit, la TPL c'est la licence Airline Transport Pilot License. Et donc ensuite, il y a le côté pratique après, donc toute la partie professionnelle. Donc pareil, je parlais un peu technique, CPL hier, donc Commercial Pilot License et Instrument Rating. Toutes ces étapes Toutes ces étapes vont prendre à peu près 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc ça lui amène un pied à l'étrier. Donc après, on parlait tout à l'heure de MCC, les formations complémentaires un peu, MCC. Ouais, voilà, il faut aller jusqu'au Voilà, bout. Ça fait quoi? IPRT. 4 ans, 5 ans? Non, 2 ans. l'ensemble c'est 2 ans, 2 Deux- ans et demi. 2 ans, 2 deux ans. En ans. gros, le privé, c'est Ouais. en fonction, on va dire ce qu'on a Ouais. dit tout à l'heure, entre 10 et 16 mois. La TPL théorique, c'est une année. Et ensuite, les modules pro, donc En dehors du coût, on va dire, parce que c'est un réel coût, ouais, 2 ans, c'était 2 ans tout et à demi. fait abordable. Quoi. 2 ans et demi, ouais. Mathieu, c'est à toi que j'ai posé la dernière question. T'es prêt? Je suis prêt. Plus beau paysage en Polynésie pour toi, sur ce que tu as vu du ciel. Ah, ce que j'ai vu du ciel. Alors, je dirais Mangareva. J'ai pas piloté jusqu'à là-bas. Ah ouais. J'étais Non, pas mais au courant. c'est ça. Ah, Et quand tu as piloté toi, quand je pilote moi, c'est Mo'opiti Bora Bora. Absolument extraordinaire. Il faut absolument le faire. Il faut vivre ça. et vous, messieurs, en un mot, pour vous, le plus beau paysage vu du ciel en Le Polynésie? sourire de Mathieu quand il pilote un avion. Bon, Terry, vas-y, fais pas de langue de bois. Vas-y. Bah écoute, je suis un enfant de Moréa, donc c'est Moréa. Gérard? Bon, j'en ai vu plein de beaux paysages, les aurores boréales. Ah. Comment il vous a calmé? Ah ouais, Gérard. là, c'est le Allez, pilote ça de ligne sera est la intervenu. Bon, à vous maintenant de prendre de la hauteur pour découvrir le Fénois autrement. Messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.